Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Bonsoir chers auditeurs de Psychoperso, bienvenue dans une nouvelle émission qui fait du bien. Ce soir, j'interview Denis Billot, un professeur de yoga comme on n'en fait plus, avec une approche très traditionnelle et extrêmement profonde, que j'ai eu le grand plaisir en fait de rencontrer il y a déjà 6 ans, lors de sa retraite estivale de yoga, et je pense que c'était un des moments les plus intenses de ma vie. Donc Denis, c'est un vrai plaisir là que tu me fais en acceptant cette interview. Et je pense que dans un premier temps, on va t'écouter sur ton parcours et puis sur ce qui t'a amené à faire du yoga. Bonjour à vous tous, merci pour cette interview, ça me touche. Donc voilà, je m'appelle Denis Billot, j'ai 52 ans, je vis à Grimaud. Je vais dire que le yoga m'a rencontré à 18 ans. J'étais à l'époque étudiant à Lorgues, dans un lycée technique. Je faisais un BTS en mécanique et automatisme industriel. Et avant de rencontrer le yoga, j'ai d'abord rencontré la vision indienne à travers un livre qui s'appelait Solutions pour un âge de fer de Swami Bhaktivedanta Prabhupada, le monsieur qui a créé le mouvement Krishna dans le monde. Je suis tombé sur ce livre et c'est vrai que depuis des années, depuis que je suis petit, le côté mystique, la connexion avec le divin a toujours été profond avec moi, connexion avec l'indicible, connexion avec des choses subtiles. À l'époque, on disait de quelqu'un comme ça qu'il était un peu médium. Et donc, le problème, c'est que j'aurais bien aimé, pourquoi pas, devenir un moine chrétien, parce que j'ai été éduqué dans cette vision-là. J'ai fait ma première communion, ma deuxième communion, ma confirmation, j'étais enfant de cœur. Et puis, il y a eu une scission qui s'est passée parce que je posais des questions et je n'avais pas de réponse. J'ai fait une grande boucle. J'ai fait Oui. Quel type de questions tu posais et auxquelles tu n'avais pas les réponses? Je me disais, ok, on me donne, je savais pas que ça s'appelait des dogmes à l'époque, mais on me donne un dogme qui est tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Je me disais, ouais, mais si on le fait, qu'est-ce qui se passe? À part aller en enfer ou au purgatoire, que je trouvais comme explication très sommaire, très synthétique. Je voulais savoir comment ça marchait surtout. En fait, j'ai toujours eu un esprit technique, c'est-à-dire je me dis, ouais, ok, je veux bien, mais comment ça marche? Si je fais quelque chose de mal, qu'est-ce qui se passe concrètement en moi et qui fait que je vais à un moment donné avoir quelque chose, un compte à rendre. Mais pour avoir un compte à rendre, il faut impérativement que quelque chose soit marqué quelque part. Et donc, je n'avais pas de réponse là-dessus. Et donc, quand je fais mes études, vers 18 ans, je tombe sur ce livre, Solutions pour un âge de fer, et c'est la première rencontre avec la vision indienne. À partir de là, j'ai un énorme coup de cœur, il y a une immense ferveur qui me tombe dessus. La rencontre d'une vision très claire, très technique, je dirais scientifique presque, de l'être. Et c'est exactement ça, le yoga est la science de l'être. Et mon prof d'automatisme de l'époque me dit « Oh, toi, tu devrais venir faire du yoga. Quelle bonne idée. » Ah ouais. Donc, je déboule dans le cours de yoga, qui était un cours de yoga pour des personnes âgées, dans le cadre d'un cours de yoga à l'orgue organisé par l'association Léo Lagrange. Et je suis heureux parce que je rencontre des personnes âgées qui sont très souriantes. On dirait qu'on est un peu dans le film Cocoon. Je ne sais pas si tout le monde a vu ce film, c'est un peu extraordinaire. Et donc, il y a une très belle ambiance. Comme je suis jeune, tout le monde m'invite pour discuter avec moi. Donc, j'entends parler de la fraternité blanche de Bram Mikhaël Ivanov, parce qu'il y avait des gens qui en faisaient partie qui étaient là. Et puis, à la première pratique, je me rends compte que depuis que je suis petit, je joue un peu avec le yoga. J'utilise pas mal de techniques du yoga, notamment toute la partie du yoga nidra la nuit, puisque j'utilisais ça depuis tout petit et que j'avais vécu des choses extraordinaires dedans. Et un jour, donc pas très longtemps après, peut-être
3-4 semaines après, je vais faire, parce que je suis étudiant, donc je descends à Toulon, faire une soirée. Il faisait froid et c'était une soirée un peu particulière. Je rentre le lendemain dans la matinée, un petit peu fatigué de cette soirée. Je suis pas quelqu'un qui boit ou qui fume, mais enfin, qui fume des joints, mais qui, voilà, la soirée, c'était quand même, elle est allée loin dans la fête. Et donc je rentre, je me couche. Et puis je me dis, tiens, il y a cours de yoga, je sais plus, à 19h, un truc comme ça. Et donc je vais à mon cours de yoga, je passe un cours de yoga très sympathique. Et dans le cours de yoga nidra, ben, les choses sont allées un peu plus loin. Je me retrouve face à une lumière extraordinaire. Et je reviens, et le retour n'est pas forcément très agréable dans le corps. Il y a quelque chose qui est un peu difficile d'incorporer un corps qui est chaud et qui est humide et un peu gluant. Et surtout qui nous rend atones, où la conscience qui s'était libérée, qui était devenue d'une puissance extraordinaire d'un coup, et complètement, oui, atone à l'intérieur du corps, puisque le contact avec la matière, ça nous amène ça. Je vais voir le prof à la fin du cours, et je lui dis, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est un peu, je me sens pas forcément bien, c'est difficile, et il me dit, fais attention, ça peut être dangereux. Donc, là, je me dis, bon, le monsieur, il peut pas grand chose pour moi. Donc je rentre dans mon petit appartement d'étudiant et là, les heures passent devant cette lumière. Dès que je ferme les yeux, une immense dissolution dans la lumière, une lumière magnifique, mais en même temps, quand je reviens à moi, à chaque fois, je me dis, je suis en train de devenir fou, je vais mourir. Et le temps passe, j'arrive quand même à m'endormir, puis les jours qu'on passait, les mois qu'on passait, je vis des expériences très fortes, des rencontres, des choses que j'entends, des choses que je vois complètement délirantes. Et j'ai des maux de tête, enfin bon voilà. Et je me dis, bon ben le yoga est quand même quelque chose de très fort pour moi, donc je vais continuer. Alors à ce moment-là, j'ai essayé de trouver des profs, je suis allé rencontrer plein de gens, j'ai essayé de bouger beaucoup. Et j'ai pas rencontré beaucoup de gens qui avaient vécu ce genre d'expérience ou qui mettaient le yoga dans une vision spirituelle. Déjà à l'époque, donc il y a 35 ans, le yoga était plutôt déjà considéré comme un cours pour le corps, on va dire, pour le bien-être, ce qui n'est pas mal. Hein, ça peut, le yoga apporte ça, c'est dans les 3 étapes du yoga, on en parlera un peu plus tard. C'est la première étape, qu'on appelle aussi l'étape du débutant. Et donc, j'ai eu la chance quand même de rencontrer quelqu'un beaucoup plus tard qui avait une connaissance des textes, une belle connaissance du yoga, et avec qui j'ai fait un chemin pendant une dizaine d'années. On a organisé beaucoup d'événements, mais bon, on s'est séparés, on s'est perdu de vue parce qu'il avait, je trouvais qu'il prenait l'axe du personnage qu'il voulait se faire mettre. Et bon, c'est un petit peu dommage. Et donc, j'ai commencé donc à être tout seul, à continuer à étudier fortement le yoga, à étudier énormément de textes notamment. Donc il y a des textes fondamentaux dans le yoga, comme la Martha Manjari, le Paramarthasara, le Yoga Sutra Patanjali, bien sûr, même si c'est pas forcément dans la ligne droite du Hatha Yoga, c'est plutôt dans le Raja Yoga. On a les Upanishads de yoga qui sont fantastiques. On a la ceinturie de Goraknath, qui a été traduit par Tara Michael. Donc il y a vraiment beaucoup de textes. Il y a un texte déjà que j'aime beaucoup, qui est le Sankhya. Le Sankhya qui est un texte traditionnel remarquable parce qu'il va vraiment avec le yoga, il nous donne une vision très précise des éléments qui nous composent et de tout le plan de perception avec lequel on peut jouer quand on pratique le yoga. Donc c'est vraiment un texte à étudier. De toute façon, tous les textes traditionnels, il faut passer énormément de temps dedans et les lire. Je suis heureuse qu'il y a peu de temps, j'ai rencontré un grand yogi qui s'appelle Yogi Matsyendranath, qui est dans le Champranaya,
qui est la voie initiale et d'origine du Hatha Yoga, qui remonte à très loin, qui remonte directement à justement le yogi Matsyendranath, qui était le premier yogi dans la voie du Hatha Yoga. Et j'ai eu 2 initiations, donc je suis un Hatha Yoga, un pur Hatha Yoga. Et du coup, j'étais heureux de rencontrer quelqu'un qui a une immense connaissance des textes. En fait, beaucoup de gens pensent que les textes ne servent à rien, c'est une grave erreur, parce que on peut apprendre, si on fait un parallèle avec la voiture, on peut apprendre à rouler sur un parking avec une voiture, on peut apprendre à même faire un petit circuit pour arriver à rouler vite, à maîtriser la voiture, à faire une marche arrière, un créneau, un démarrage en côte s'il y a une côte dans le parking. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit « Est-ce que tu peux m'amener à Paris ? Ou est-ce que tu peux m'amener à Nice ? Est-ce que tu peux m'amener en Italie, à Rome ou à plein d'endroits ?» Et donc là, il y a un problème, c'est que ouais, je sais rouler, mais je connais des techniques de yoga, ouais. mais impossible d'aller à certains endroits. Et donc, en fait, les textes traditionnels nous apportent des connaissances qui sont merveilleuses et qui nous permettent de faire une boucle vertueuse, qui est que le texte nous révèle quelque chose, et ce texte, ce qui est révélé, on va pouvoir le mettre en application dans la pratique. Par exemple, je vais lire les koshas. Donc on a 5 corps en nous, et à partir de là, je vais pouvoir reprendre tout ce que je sais du yoga, toute la pratique, en essayant de comprendre et de percevoir les koshas à l'intérieur de moi. C'est vrai pour les centres d'énergie, c'est vrai pour beaucoup d'éléments, en fait, comme ça, que l'on va pouvoir étudier réellement avec la pratique. Et donc, voilà que notre pratique est orientée vers quelque chose qui est transcendant, qui nous apporte une vraie connaissance. Et de fait, quand je vais relire le texte, après ma pratique, je vais comprendre un peu mieux le texte. Et du coup, le texte éclaire ma pratique, mais ma pratique éclaire le texte. Et ça, c'est une boucle infinie, merveilleuse, qui nous amène une immense connaissance, en sachant que dans les Védas, donc la vision pure indienne, les Védas sont divisés en 2 axes, qui sont le pouvoir et la connaissance. Qu'est-ce que c'est un Veda ? Les Védas, c'est le grand texte indien. Il y a 4 Védas qui sont découpés encore en 4 subdivisions. Les Védas gèrent le brahmanisme. Et donc, toutes les 4 étapes du brahman dans sa vie, qui est d'abord chaste, parce qu'il apprend, on lui donne, on l'éduque complètement, il a un enseignement sur tout, la politique, l'économie, le yoga, la philosophie, enfin vraiment tout, quoi, la musique. Et à partir de 25 ans, il doit se marier, et s'il n'est pas marié avec une femme brahmane aussi, puisqu'on a des brahmanes hommes et femmes, il n'a pas le droit d'offrir au peuple une puja, donc une cérémonie, en fait. Et c'est lui qui a le droit de faire des cérémonies officielles, en fait, le brahman. Et donc ça, c'est de 25 à 50 ans. À partir de 50 ans, du moins quand les enfants sont partis, quand c'était le couple rentre dans, s'il est toujours présent, si les deux sont en vie, le couple rentre en retraite, en fait. Et puis, à 75 ans, le brahman devient sannyasine, donc en renonçant. C'est les êtres les plus remarquables qu'on trouve en Inde. C'est vraiment ce qui m'a fait le plus vibrer en Inde, c'est de rencontrer ces êtres qui sont souvent habillés en orange, qui sont âgés, et qui font des pérégrinations, donc ils partent de la source du Gange, et généralement ils descendent jusqu'en bas, généralement ils n'arrivent pas en bas, il n'y a pas de maison de retraite, ou très peu en Inde, et leur pérégrination est magnifique, et en sachant que à chaque étape, on a des textes spécifiques. Donc, les premiers textes de la première étape de la vie, c'est les brahmanas, les samhitas, pardon. Le deuxième, c'est les brahmanas. Le troisième, c'est l'aranyaka. Et la quatrième étape, c'est les Upanishads. Et en fait, les Upanishads, c'est vraiment les textes clés de la puissance pour trouver le moksha, la libération. Oui. Et c'est ce qui va donner le Vedanta derrière. D'accord. Alors, souviens-toi bien, Denis, que les auditeurs ne connaissent pas forcément, hein, et moi non plus, tous les termes du yoga. Donc, oui, bon, voilà.
En fait, les Upanishads sont des textes vraiment. Il y a, je sais plus combien, une vingtaine d'Upanishads du yoga. Il y en a une centaine en tout, un peu plus. Et donc, ce sont des textes vraiment très précis à l'intérieur de ce grand texte du Veda, dont on dit qu'il est tellement grand que dans la vie, on ne peut pas arriver à le lire complètement ou l'étudier complètement. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de traductions. Il y a Jean Varenne qui a fait de très bonnes traductions. Il y a Martine Butex qui en a fait il n'y a pas très longtemps en français. Et je trouve qu'on a vraiment la chance d'avoir de très belles traductions et on peut vraiment travailler avec ces textes. L'une Upanishad que je conseille, c'est Yoga Tattva Upanishad, qui est vraiment remarquable, mais il y en a plein. Il y a notamment Kundalini Upanishad, qui est merveilleux, qui parle vraiment de l'énergie de la profondeur. Donc voilà. Donc voilà un petit peu l'idée. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le yoga est devenu avec un personnage un peu atypique qui était Krishnamacharya, le créateur du yoga moderne, qui a donné lieu à une descendance, Patabi Joy, dont on voit des vidéos pas très joyeuses sur le web, qui est à la source de l'Ashtanga Yoga. Je trouve ça un peu dommage. Qu'est-ce que c'est l'Ashtanga Yoga? L'Ashtanga Yoga, en fait, Ashtanga, ça veut dire 8. Et en fait, c'est un aspect un peu marketing que je trouve un peu déplorable parce que le yoga de Patanjali, il y a 8 étapes. En tout, dans le yoga, il y a à peu près 11 étapes, peut-être même un peu plus. Mais Patanjali parle de 8 étapes qui sont très connues, qui sont Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Mais nous, on connaît pas. À mes souhaits. Et donc, dans ces étapes, en fait, donc Patanjali parle de. Donc, Patanjali, ça remonte à moins 400, je ne sais pas trop, après par là, moins 400 avant Jésus-Christ. Et Patabi Joy, qui soi-disant trouve un texte qui a été mangé par les fourmis par la suite, donc il n'a plus le texte avec lui, appelle son yoga Ashtanga Yoga, l'idée de 8 étapes. Et du coup, ça crée un trouble qui fait que si on lit le texte de Patanjali, on se dit, Patabi Joy, il fait aussi l'Ashtanga Yoga. Sauf que quand on fait de l'Ashtanga Yoga, on oublie la plupart des étapes, notamment le pranayama. On va se coincer dans la posture, le corps, et jamais on rentre à l'intérieur. Alors, il faut que tu traduises tous les termes, Denis. Donc, le pranayama. Le pranayama, c'est la 4e étape du yoga. Donc, après les asanas, après les postures, on a donc la 3e étape. Les 2 premières, ce sont des réfrénements et des disciplines, yama et niyama. Après, on a asana. Alors, attends, je te coupe un instant. Répète-nous. Du yoga traditionnel. Quels sont. Donc, tu parles de ces 8 étapes, mais c'est les 8 étapes de quoi? C'est les 8 étapes du Raja Yoga ou du Hatha Yoga, on va dire traditionnel, classique. Ok. La première étape est les réfrénements, c'est-à-dire que un peu comme un sportif, si je veux accéder à quelque chose de puissant, il va falloir que je réfrène ma nature. Je ne peux pas me mettre à manger comme un porc, je ne peux pas faire l'amour 15 fois par jour si j'ai le lendemain une compétition, je ne peux pas boire de l'alcool, je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps, sinon mon corps, c'est pas le temple dans lequel les choses vont se passer. La 2e étape, c'est la discipline. Forcément, là aussi, comme un sportif, si je m'entraîne jamais, si je force pas mon corps à avoir une belle musculature, une belle souplesse, être en pleine forme, c'est pareil, le temple, il est tout pas beau, il est faible, et si je veux faire quelque chose dedans et que je commence à faire un mantra, je risque de prendre une pierre sur la tête parce que le toit va s'écrouler, quoi. Donc, réfrénement et discipline, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne sont pas des codes éthiques et moraux, mais ce sont des moyens de conserver nos énergies. La vision chrétienne dans laquelle on est colle des visions éthiques et morales un peu partout, mais c'est comme un sportif. Le sportif, s'il mange pas certaines choses, s'il boit pas certaines choses, s'il fait du sport, c'est pas dans une vision éthique et morale. Alors quelqu'un qui est à l'extérieur, qui ne comprend pas le yoga et qui ne comprend pas la démarche, voyant quelqu'un comme ça, va se dire waouh, ce que tu fais, c'est éthique et moral. Non, c'est juste pour avoir de la puissance. Et d'ailleurs, ce que personne ne dit ou pas grand monde, à chaque yama et niyama correspond un pouvoir précis. Par exemple, quand j'ai déraciné l'envie de tuer en moi,
l'état de paix dans lequel je suis fait qu'il n'y a plus aucun animal ni aucun être qui veut m'agresser. Et c'est ce qui me permet d'aller dans les bois et pratiquer dans les bois sans être attaqué par un lion ou un cobra, ou alors comme on voit dans le film remarquable de Little Buddha, on voit qu'à un moment donné il se met à pleuvoir et il y a un énorme cobra royal qui vient protéger de la pluie Bouddha qui est en train de méditer. Donc ça paraît farfelu, mais la réalité est là en fait, c'est que quand j'ai vraiment fait ce travail, qui est un travail énergétique sur moi et mental, c'est ce genre de pouvoir apparaissent. Ok. Après, on a la posture. La posture, donc la troisième étape, la posture permet de faire en sorte que le corps fonctionne parfaitement. C'est le but de la posture. Donc c'est agréable parce que c'est ce que notre monde occidental découvre. Bien sûr, c'est toujours mieux que de prendre de la chimie ou de passer 12 ans sur un fauteuil d'un psychiatre pour essayer d'aller un peu mieux, puis sortir à chaque fois du psychiatre avec un mental qui est complètement ravagé, parce qu'on ne peut pas gérer le mental avec le mental, c'est pas possible. Donc, du coup, la posture est là pour rééquilibrer le corps, permettre aux énergies de bien se diffuser. On n'a pas besoin de beaucoup de posture, contrairement à ce qu'on voit. Quand on fait une séance de yoga, on peut faire 5, 6, 8 postures en 1 heure, 1 heure et demie. On doit garder longtemps les postures. L'idée est que quand on pose une casserole sur le feu pour faire bouillir de l'eau, et si on enlève la casserole du feu au bout de 3 secondes, il ne s'est rien passé. Donc il faut avoir la patience de rester dans une posture, mettre une respiration, des drishtis, des bandhas, donc des concentrations, des contractions en nous. Et tout ça fait que petit à petit, on rentre dans un état intérieur qui est intense. Mais aujourd'hui, cet état intérieur, il est complètement occulté, c'est-à-dire que le yoga intérieur n'existe quasiment plus dans notre monde. Quand on propose ça aux gens, ils nous disent non, mais moi j'aime pas, je veux du flow, je veux du je sais pas quoi. Je veux dire, c'est bien, mais c'est dommage. Du feu il dit du feu. Flow, F-L-O-W, c'est le mot qui veut dire fluidité. Il va faire une gymnastique douce. Donc oui, cette gymnastique douce à la mode de tous les yogas d'aujourd'hui, le vinyasa, le ashtanga, patati patata, ça amène du calme et de la paix. En fait, on travaille essentiellement sur le centre de la Terre. C'est-à-dire que la personne qui fait ça, qui travaille, fait bouger un peu son centre de la Terre, le centre de la Terre qui se trouve au niveau du périnée, qui est le fondement de l'être. Et ce centre amène un état de paix et de calme profond, en fait. Et donc, c'est ce que les gens trouvent quand ils font un peu de yoga. Le problème, c'est que dès qu'ils arrêtent, au bout de 3-4 mois, ils ont tout perdu, parce que rien ne s'est transformé réellement. Donc après la sana, on a le pranayama, donc la technique de souffle. Le technique, donc, qui est la 4e étape, le technique de souffle, le souffle, ce n'est pas la respiration. Si on passe par la respiration pour rencontrer le souffle, c'est une chose, mais la respiration pulmonaire et le souffle sont deux choses différentes. Au point où le but du pranayama est d'arrêter le mental, parce que respiration et mental sont complètement liés. La preuve en est, c'est que quand je pleure, quand je dors, quand j'ai un orgasme, quand je suis stressé, quand chaque état d'âme que je vis, j'ai une respiration particulière. Donc on a bien un lien direct entre le souffle et le mental. Et le pranayama veut dire suspension du souffle, arrêt du souffle, arrêt de la respiration pulmonaire. Donc là, il y a plein de textes qui en parlent, notamment le Vijnana Bhairava Tantra, qui est un grand texte du tantrisme, des Upanishads, bien entendu, qui en parlent beaucoup, et notamment Yoga Tadva Upanishad, que j'ai déjà cité, qui nous explique qu'on doit arriver à la tenue parfaite qui s'appelle Kevala Kumbhaka. Ça veut dire la suspension du souffle, Kumbhaka étant la suspension, Kevala étant la suspension subtile. En fait. Donc, quand ce souffle cesse, le mental cesse, et enfin, la conscience apparaît. Et là, en fait, on travaille beaucoup encore avec la volonté dans le pranayama, la volonté de la détente. Et à ce moment-là, on rencontre Pratyahara, la 5e étape. Pratyahara, c'est le fait que les sens fusionnent tous ensemble. On se retrouve dans un état unifié. Le monde intérieur et le monde extérieur sont unifiés, dans le sens où ils peuvent disparaître, ou alors on peut être aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et là, il ne faut pas se tromper. Il y a beaucoup de gens qui se disent oui, non, mais moi je perçois beaucoup de choses autour de moi. L'idée de Pratyahara est beaucoup plus puissante
puissante. Il y a très peu de gens qui connaissent réellement Pratyahara. C'est l'unité, c'est-à-dire que si l'énergie part vers l'extérieur, la conscience doit partir à l'extérieur, je deviens l'herbe, le brin d'herbe, chaque brin d'herbe, le nuage, l'arbre, les milliers de gens qui sont autour de moi, je suis tout ça en même temps. Et donc c'est vraiment une expérience extraordinaire et à mon avis assez rare. Et ça c'était la 5e étape. Voilà, 6e étape, oui, Dharana. Donc la 6e. Oui, donc la 6e, en fait, c'est la concentration. Donc une fois qu'on est rentré dans cet état, on va faire en sorte de garder l'énergie et de faire en sorte que la conscience reste présente dans cet état, donc un état qui se stabilise longtemps pour rentrer dans la 7e étape qui est le samadhi, la méditation, dhyana. Et puis, si ça dure encore, on rentre dans un état là aussi très rare qui est le samadhi, un état vraiment très profond de méditation dans lequel on entre et on ne sait pas trop quand on en sort. Il existe d'autres étapes, en fait il y a à peu près 11 étapes. Attends Denis, tu l'as connue toi la 8e étape? Oui, alors la chance j'en parle un petit peu juste pour la fin en fait. Donc c'est le but de ma formation, c'est le but de mes cours, c'est pas simple, c'est pas facile, mais on peut la connaître bien sûr. Donc il y a d'autres étapes qui sont les mudras, qui sont pas juste des gestes avec les mains, mais qui sont vraiment des postures qui mixent énormément de puissance, pranayama, mudra, drishti bandha, donc les concentrations, les contractions, vraiment quelque chose de très fort, avec aussi des invocations intérieures. Il y a Tarka qui est le raisonnement, ce qu'on vient de faire un petit peu là depuis quelques minutes, c'est-à-dire c'est un très haut niveau de réflexion et qui est très 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 puissant. Et puis on a la puja qui est la cérémonie, donc avec des protocoles très précis. Là, on ne doit pas s'amuser comme ça parce que on met en place des énergies qui ont une immense puissance. Donc il faut attendre qu'un maître nous donne des choses précises, pas jouer, pas faire n'importe quoi parce qu'on s'aventure sur n'importe quel terrain. Donc je sais qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Je finirai pour... parce que attends, j'ai une question quand même. Donc ces étapes, est-ce qu'elles sont graduelles ou est-ce qu'on peut quand même connaître par exemple la méditation qui était l'étape, je crois, 6 ou 7? En fait, dans un cours, la méditation c'est la 7e étape. Ouais. Dans un cours, un bon prof devrait nous faire passer par tout ça. C'est-à-dire qu'un cours si on prend 1h30 de cours, on devrait faire 45-50 minutes de posture. On devrait faire 20-25 minutes de pranayama, ce qui n'est jamais fait la plupart du temps. Donc les techniques de souffle, d'accord. Donc il y a vraiment des techniques très précises. Le problème du pranayama, c'est que c'est pas très amusant. Donc les gens s'ennuient. Alors justement, comme c'est pas amusant, mais ça se vend mal. Alors si on demande à quelqu'un de rester assis et de faire des respirations pendant 20 minutes, il s'en va. Donc c'est sûr que notre monde, le yoga est devenu un gros business. Voilà quoi. Donc le pranayama, on n'enseigne plus. Et c'est bien dommage parce que on oublie tout. En fait, on s'arrête à la 3e étape sur juste 8 ou 11. C'est un peu dommage. Et puis, donc voilà, en fait, dans une séance, normalement, on finit par des états méditatifs, des concentrations, des méditations, ou de temps en temps, voilà, yoga nidra, pourquoi pas. Donc la yoga nidra, c'est la fameuse relaxation qui n'est absolument... c'est toujours pareil, c'est la porte d'entrée, c'est la relaxation, mais c'est en fait, le yoga nidra, c'est une puissance énorme, c'est arriver à rentrer conscient dans le sommeil. Et à partir de là, on arrive dans un carrefour avec des portes extraordinaires, avec des choses à vivre qui sont fantastiques. Il faut arrêter de dormir la nuit. Il faut faire autre chose la nuit que dormir. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et ce qui est fantastique, c'est que le matin, quand on se réveille, on a une patate d'enfer. Malgré qu'on ait finalement peu dormi, c'est-à-dire que ce sommeil abruti dans lequel on n'est pas là, le yoga appelle ce sommeil animal, ou abruti, c'est pas de moi, c'est la tradition qui dit ça. Et ce sommeil-là, on peut éviter de rentrer dedans et se complaire dedans en disant non, moi si j'ai pas mes 8 heures de sommeil, ça va pas. Mais c'est pas ça, c'est que s'il nous faut 8 heures ou 10 heures de sommeil, c'est qu'il y a quelque chose déjà dans notre vie qui va pas.
il va falloir trouver la solution pour pas passer trop de temps dedans. Alors, Mais oui. je sais pour l'avoir vécu que tu es fan des méditations ou des cours de yoga en pleine nuit, au sommet d'un rocher, dans la forêt, jusqu'à minuit. Voilà, du coup, on devient le grand sorcier du coin. Mais oui, en fait, la nuit, il y a énormément d'énergie, beaucoup plus que dans la journée, et donc il y a vraiment de belles choses à vivre. Alors voilà, donc pour terminer, et tout ça, ce que je dirais, c'est que je donne des cours à Grimaud, là où j'habite. J'ai un petit appartement, je vis seul. Et donc, je donne des cours. Je vais organiser pas mal de choses. Là. Je sens des ailes pousser, donc voilà. J'ai un cours que j'ai ouvert sur Paris, qui commence en septembre, qui dure 3 ans. Donc là aussi, le yoga, on n'apprend pas, on n'est pas prof de yoga en un mois, on n'a rien appris en un mois, rien ne s'apprend en un mois. Il y a absolument rien dans le monde, peut-être, je sais pas quoi, faire un gâteau au chocolat, et encore, en un mois, ça me semble déjà difficile. Et donc, 3 ans, pourquoi ? Parce que le pranayama, vu que c'est ça qu'il faut surtout apprendre dans le yoga, et pas forcément que la posture, le pranayama est un chemin long, dans lequel il y a une maturation qui doit avoir lieu, et si on va vite, on se brûle, on se fait mal, ça peut être même destructeur et négatif, et dangereux. Donc il faut passer des étapes qui sont codifiées, qualifiées, quantifiées dans les textes. Donc c'est pas que moi qui en parle, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va étudier ces textes aussi. Et on va faire ces pratiques qui vont nous amener à un taux vibratoire et un taux d'énergie important. Donc j'ai un cours qui commence en septembre. Alors, sur notre site. Ça veut dire que le prof qui t'avait dit que c'était dangereux, il avait pas tort alors ? Le problème, c'est que c'est pas ça, c'est que quand tu vas voir un prof et que tu lui demandes de l'aide et qu'il te dit c'est dangereux, c'est qu'il n'est pas passé par là. Ouais. Ah oui, ok. Qui connaît pas la chose. L'idée, c'est tu rentres dans un virage avec ta moto très vite et tu as très peur, tu fais arrêt sur l'image, tu vois, tu as cette chance-là, tu appelles un copain qui sait piloter, tu lui dis je suis là dans le virage, je fais quoi, j'ai peur de tomber, et le mec qui te dit oulala, fais attention, ça peut être dangereux. Et tu raccroches en te disant bon d'accord, tu comprends rien et tu m'aideras pas, quoi. Et voilà, donc tu es tout seul. Donc là, l'idée, c'est d'aider des gens, de faire un chemin réel dans cette formation, de les suivre et de faire en sorte que les choses se passent très bien, parce que ça se passe très bien et c'est merveilleux, surtout c'est vraiment sublime de gravir des échelles dans le yoga. J'ai un autre cours qui débute aussi en Belgique, à Namur. Je suis invité par une amie remarquable, prof de yoga là-bas, donc c'est chouette. Et puis j'organise donc des stages tout le long de l'année dans le Var, et là il y a une retraite qui va démarrer dans 5 jours, du 5 au 19. Tu étais venu il y a 6 ans, j'espère qu'un jour tu reviendras. Yeah! Alors, dernier mot, si vous voulez me retrouver, moi c'est Denis Billot, B-I-2-L-O. Mon téléphone c'est 06 11 10 66 24. Alors aujourd'hui, il marche pas, je sais pas pourquoi, là où j'habite, il y a l'antenne qui a dû casser. Mais les SMS marchent, bon, ça je plaisante. Et mon site c'est yoga-darshan, D-A-R-S, comme Sophie, H-A-N.com. Vous tapez dans Google Yoga Grimaud, vous allez le trouver. Voilà, donc pour tout, merci beaucoup à vous tous. Alors, je vais reprendre 2-3 choses. Donc, pour contacter Denis, vous pouvez aller sur son site yoga-darshan, c'est ça .com. Oui, tout à fait. Ok. Denis donc organise tous les ans, tous les étés, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, chers auditeurs, cette retraite estivale, donc du 4 au 19 août. Mais on doit vraiment rester toute cette durée-là, ou tu peux prévoir Non, on peut venir une semaine, au minimum 3 nuits, voilà. 4 jours. D'accord. Donc il y a des possibilités comme ça. C'est un moyen de découvrir le yoga, pour ceux qui ont déjà une bonne pratique, qui savent rester assis, rester un peu immobile, qui ont un mental un peu calme. C'est une possibilité d'aller un peu plus loin. Il y a des fois de très belles pratiques, on peut aller très loin dedans. Ok. Et puis, j'aimerais moi terminer sur 2 petites choses. La première, c'est que c'est Denis
et puis à l'époque tes compatriotes, puisque tu faisais pas la retraite tout seul, qui m'ont vraiment appris le terme de ferveur. Je connaissais pas ce terme avant et jamais j'avais entendu autant le mot ferveur dans une retraite. Ce qui me conduit à vous dire, chers auditeurs, mon deuxième propos, c'est que si vous êtes amateur de sensations fortes, alors faites du yoga avec Denis. Parce que là, vous allez pas du tout connaître le yoga comme on nous l'enseigne dans des clubs de fitness qui est pour gens urbains un peu stressés. Ça n'a vraiment rien à voir. Ce que vous savez pas, c'est que Denis, il est fou d'arts martiaux, fou de moto, et pourtant, il est prof de yoga aussi. Ceci dit, ce que je dirais, c'est que la quête du yoga, c'est de rencontrer l'esprit, et notamment l'une de ses qualités qui est la lumière. Et donc voilà, ça va chercher la lumière. Yeah. Merci à vous tous. Bah écoute, belle initiation à la lumière de Denis. je vous souhaite une très très belle soirée, une belle méditation, un bon cours de yoga et n'hésitez pas à aller faire la retraite de Denis qui démarre très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Denis. Au revoir. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy.